Diego, que l'on vous a déjà présenté, Sonia Sari, candidate doctorante qui se concentre sur la durabilité et la résilience des chaînes d'approvisionnement humanitaire dans le domaine des chaînes du froid médical durable. Sonia a plus de 5 ans d'expérience de travail dans l'industrie des biocarburants et la gestion des critères de durabilité et des opérations de la chaîne d'approvisionnement. Je suis vraiment impatient de suivre cela parce que il s'agit de quelque chose de vraiment pratique que vous pourriez retrouver, dont vous pourrez retirer des informations importantes. Diego, vous allez montrer les diapos. Petit rappel, veuillez ne pas parler trop vite et veuillez vous exprimer clairement. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je suis Sonia, je suis candidate doctorante à l'Institut Humlog et je vais vous présenter aujourd'hui avec Diego Vega, comme vous le savez, qui est professeur associé et directeur de l'Institut Humlog. Et nous allons vous faire une présentation de notre recherche sur l'énergie durable pour les chaînes du froid médical. Alors, pourquoi cette thématique est importante pour les chaînes du froid médical? Comme nous le savons, les chaînes du froid sont nécessaires pour préserver les vaccins de froid à tout moment et car ils sont très énergivores. Mais au vu de l'urgence climatique à laquelle nous sommes confrontés, l'impact sur les besoins de la chaîne du froid augmente. Par exemple, euh, plus de conditions météorologiques extrêmes créer une situation dans laquelle davantage d'aide humanitaire est nécessaire, ça veut dire que davantage de chaînes de froid sont nécessaires. Nous voyons également une crise énergétique. Donc la question, c'est comment pouvons-nous garantir l'accès à l'énergie pour préserver le froid pour les vaccins et comment préserver l'énergie, et combien cela va coûter également au vu de la crise énergétique. Nous voyons une propagation des différentes maladies, ce qui affecte les personnes. Et nous devons faire en sorte que tout le monde ait accès au vaccin. Globalement, l'énergie est incluse partout et elle devrait être également incluse dans les plans de riposte. Le choix de l'énergie maintenant pour les chaînes de froid humanitaire soit une- un impact positif ou négatif à court terme. La question est la suivante. L'énergie est-elle utilisée à bon escient ou pas? Ou et comment les grandes demandes au service de peut-elle être traitée? Et nous menons des recherches sur l'utilisation durable de l'énergie pour les chaînes de froid. L'utilisation durable de l'énergie de la chaîne de froid médical est très difficile au vu des compromis à faire entre la durabilité et pour préserver le froid et aussi pour garantir la durabilité environnementale. Cela continue d'être au cœur des discussions au niveau universitaire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la durabilité dans le contexte humanitaire est toujours perçue comme un extra et comme quelque chose d'externe, un concept qui vient de l'extérieur. Deuxièmement, l'importance de l'énergie comme secteur fêtière qui détermine l'aide et cela n'est pas encore mis en exergue dans le contexte humanitaire. Enfin, le paradigme dominant de la programmation de l'énergie durable dans des chaînes de froid médicales qui continue de faire l'objet d'une approche contrôlée et qui rend cette tâche d'autant plus difficile. Voilà les défis que nous voulons euh, aborder dans notre recherche avec notre approche théorique et nous voyons la chaîne de froid comme faisant partie d'un contexte d'un d'un système plus complexe. Et donc ici, les chaînes de froid
ne sont pas utilisés isolément. C'est un, elles sont influencées par les autres à plusieurs niveaux. Donc, il faut expliquer ce modèle théorique et nous pouvons prendre Et donc, dans notre recherche actuelle, qui est actuellement en cours, nous sommes en train de voir quelle peut être l'adaptabilité des chaînes du froid pour se servir. Nous avons répondu à plusieurs questions. La première, c'est comment augmenter les sources renouvelables dans la chaîne du froid médical. Cette recherche a été publiée en début d'année et nous avons identifié deux sections dans lesquelles des chaînes d'approvisionnement renouvelables pourraient être employées, donc notamment les entrepôts nationaux et les installations médicales. Alors ici, si on prend un exemple, si les sources d'énergie renouvelables étaient employées dans la chaîne du froid médical, ça pourrait servir comme point d'entrée pour la reconstruction durable des communautés, mais toutefois, il y a beaucoup de barrières, par exemple le manque de ressources, manque de mécanismes de financement, manque de connaissances techniques et ainsi de suite. Et donc, dans l'ensemble, l'étude a conclu que ces pratiques ne peuvent pas être adoptées dans l'immédiat, mais qu'il faut des modèles hybrides entre les sources renouvelables et les sources classiques. Donc voici, c'était la première question de la recherche. Alors, on a analysé les conditions sociopolitiques qui influencent la chaîne du froid. Et la troisième question, c'était une perspective plus ample pour comprendre comment les énergies renouvelables pourraient être programmées dans les chaînes du froid. je vais vous parler de ces recherches 2 et 3 que nous sommes en train de mener. Nous faisons une étude de cas avec MSF OCG, le Centre opérationnel de Genève, et nous avons 3 scénarios dans plusieurs pays. Et nous essayons de comprendre comment nous attaquer à ce dilemme et comment passer à l'utilisation d'énergie durable dans les chaînes du froid médical durable. Euh, Et ici, nous allons clore le cas numéro 1 et maintenant nous présentons ici les résultats préliminaires de ce cas. Donc, dans cette recherche, nous avons identifié plusieurs éléments pour une chaîne du froid viable. Et ce sont des éléments qui, selon la recherche, selon le répondant, qui rend la chaîne du froid résiliente, c'est-à-dire que les vaccins sont, donc le froid est préservé pour les vaccins quoi qu'il arrive. Donc le plus important pour préserver ces vaccins froids, ce serait la stratégie, à savoir la planification
le, le plan de secours, ne pas adopter une approche isolée, mais bien plus globale, et donc en incluant toutes les sections de l'organisation, visant à réduire le volume. Bien entendu, plus il y a de volume et plus la chaîne du froid est nécessaire. Le deuxième thème que nous avons identifié était eh, les compétences en interne, esprit d'équipe, directive, communication, apprentissage continu et compréhension des questions. Troisième thème, l'énergie. Il faut que pour que ces chaînes du froid, il faut un équipement également qui fonctionne bien. Et aussi, autre point intéressant, est d'utiliser des vaccins multidoses. Et donc, si vous utilisez des vaccins à plusieurs doses, ça veut dire qu'il faut plus de chaînes du froid. Et donc, c'est une chose que les répondants ont perçue comme étant important pour garantir la durabilité des chaînes du froid. Tout d'abord, il y a la- l'énergie, les sources d'énergie, l'électricité. Ensuite, nous avons les transports. Y a-t-il la possibilité de consolider le nombre d'envois? Quels sont les modes de transport? Est-ce qu'il faut utiliser beaucoup de camions qui doivent se réapprovisionner? Troisième élément pour rendre durable la chaîne du froid et la gestion des déchets. Quel est le volume des produits qui génèrent des déchets? Y a-t-il un plan de gestion des déchets en place? Connaissez-vous tous les matériaux qui sont inclus dans cette chaîne du froid? Enfin, la stratégie. Avez-vous mis en œuvre tout ce qu'il faut dans la stratégie afin d'être durable et d'avoir une chaîne du froid durable? Comme je l'ai dit, ce sont des résultats préliminaires, mais ce que nous avons déjà pu conclure est que ces deux colonnes que vous voyez ici, les éléments d'une chaîne du froid viable et les éléments d'une chaîne du froid euh, ici viable, euh, ne sont pas toujours en lien. Parce que parfois c'est durable, mais c'est pas viable. Ou alors c'est viable, mais ce n'est pas durable. Donc pour nous attaquer à cette problématique, eh bien, on se demande si on pourrait avoir les deux. Pourrions-nous avoir une chaîne du froid viable tout en étant durable? 5 thématiques ont été identifiées. La première, quelle est la signification de la durabilité dans votre organisation? Y a-t-il toujours des compromis, des sacrifices à faire? Est-ce que vous devez toujours sacrifier quelque chose euh, lorsque vous voulez rechercher la durabilité? Ensuite, comment vous hiérarchisez et rationalisez l'utilisation des ressources? Troisièmement, s'attaquer euh, à l'écart entre ces deux éléments et la durabilité dans la planification. Et cela est très fortement lié au point numéro un. Quelle est la signification de la durabilité selon vous? Parce que je pense que cela diffère des organisations et des éléments qui décident de prioriser dans leurs activités. Quatrièmement, le plaidoyer. C'est également le but de cette réunion. Plus nous parlons de ces questions, plus nous partageons nos recherches et nos pratiques, et, etc., plus nous serons conscients et nous pourrons préconiser euh, la, euh, c'est- l'attention sur ces questions. Et enfin, la stratégie, l'adaptation. Comment adapter l'état d'esprit dans votre organisation? Voilà les résultats préliminaires de cette étude qui représente le socle des autres questions de recherche 2 et 3 qui étaient donc les conditions sociopolitiques pour comprendre comment nous pouvons programmer l'énergie durable dans les chaînes du froid.
Voilà, je pense que c'est tout de notre côté. Merci infiniment. Ce fut très succinct et j'espère que cela ne vous dérange pas. Merci infiniment. Merci Sonia, c'était vraiment très intéressant, vraiment. Ah oui. Quand vous avez parlé de, quand vous avez parlé de l'alternative, je me disais bien que vous alliez parler de l'énergie, mais vraiment très intéressant. À mesure que nous parcourons la recherche, nous en verrons davantage. Alors, je vérifie s'il y a des questions dans la messagerie, dans la salle virtuelle, ou alors de l'équipe, au cas où ils se sentent inspirés. Sinon, je pense que nous pouvons vous remercier infiniment. Merci à Sonia et à Diego. Bon. Là, il y a une question, Ahmad. Nous attendons. Alors, si l'on achète un médicament d'un fabricant et au vu des obstacles dans l'envoi et il peut y avoir des retards avec la livraison. Donc, quelles sont les solutions dans le scénario où ces retards affectent le temps de conservation des médicaments? Et quelles seraient les actions proactives que nous pourrions envisager pour ne pas justement se retrouver dans ce cas de figure à l'avenir? Merci beaucoup pour cette question. Alors, pour une question, c'est des plus grandes contraintes. Euh, alors, moi, ici, je ne Là, là, ici, pour plus parler de la conception du produit, nous avons parlé de certains cas où les fabricants re- et là, ont allongé le temps de conservation des produits. Et cela, Diego, c'est un peu difficile de vous entendre. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus près du micro? Oui. Donc, je disais que euh, nous essayons de traiter ces questions. Et cela doit être fait en amont. Et cela va même au-delà des chaînes d'approvisionnement. C'est le produit lui-même. Nous avons parlé avec MSF de certains cas où les fabricants ont réussi à allonger le temps de conservation des produits, des vaccins, de 2 3 jours. Et c'est également une façon, comme le disait Sonia, de, de pousser les fabricants à le faire finalement. Et ceux qui fournissent également les boîtes froides pour allonger le temps de vie, parce que ces contraintes sont toujours là. Et ça peut être haute température, faible température, et en logistique, il n'y a rien que nous pouvons faire. Nous sommes tributaires des fournisseurs. Et donc, il faut que les entreprises soient un peu plus innovantes pour allonger le temps de conservation de ces produits. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Ahmad. Merci. Oui, je pense que vous l'avez fait. Oui. Voilà. Nous avons dû terminer, donc je vais maintenant conclure. Merci à Sonia et à Diego pour cette présentation. Merci à tous les participants aujourd'hui. Alors, je suis là depuis 3 heures, mais on n'a pas la pression. Vraiment, c'était des présentations très intéressantes. Nous avons entendu parler de là où nous devons concentrer nos efforts, améliorer notre durabilité environnementale dans la chaîne d'approvisionnement humanitaire. Nous avons eu des informations très importantes. Nous avons vu la différence entre les différents produits, la production locale, mondiale et si nous utilisons les bons modes de transport, c'était vraiment très intéressant de voir comment nous pouvons réfléchir de façon systématique à la conception des systèmes et des processus en interne, ce qui peut permettre une rationalisation entre les processus pour préserver l'efficacité tout en gardant les différentes options à notre disposition. Et cet après-midi, donc après la pause, nous avons parlé de l'amélioration des sites de distribution, l- l'import, de-
et pouvoir servir au mieux les bénéficiaires. Et si nous parlons de l'entreposage, par exemple, et faire en sorte que nous ayons de l'efficience optimale des réseaux de distribution entre les différents entrepôts, et cela va influencer euh, votre, vos émissions de carbone. Donc, c'était vraiment très intéressant de voir cette pollinisation croisée. Nous avons également entendu parler de la modélisation des chaînes d'approvisionnement. Nous avons montré comment nous pouvons travailler avec le secteur privé dans les mesures de préparation pour les aider, les soutenir et pour fournir des capacités de recherche et se relever plus rapidement avec un accent sur ces chaînes d'approvisionnement. Mais comme je l'ai dit, il y a de véritables parallèles entre plusieurs chaînes d'approvisionnement. Et il a de l'occasion pour nous tous de nous lancer dans la recherche, la localisation et examiner euh, nos entreprises de décision d'organisation sur ces questions. Et enfin, nous avons entendu parler de la durabilité de la chaîne du froid. C'était vraiment très intéressant de d'avoir ces informations et de voir que ce n'est pas seulement une question d'énergie, mais également le type de vaccin, comment nous pouvons changer la situation, comment nous transportons les vaccins, comment nous pouvons allonger le temps de conservation. C'est une question vraiment complexe, mais pour moi, cela nous donne davantage d'occasions de vraiment nous livrer à ces analyses et voir si nous pouvons changer la façon dont nous transportons les médicaments, comment nous traitons les déchets, au moins cela. Donc voilà, des questions très, très intéressantes aujourd'hui. Merci infiniment à tous nos collègues du monde universitaire. Rappelle à tout le monde que nous allons envoyer un sondage sur ce nouveau type de Global Logistics Meeting, de ces réunions de logistique mondiale, et donc en ligne et en personne. Donc pour réunir partout dans le monde, nous allons envoyer un sondage à ce sujet demain. Veuillez prendre quelques minutes pour y répondre, s'il vous plaît. Voilà, nous avons passé un très bon moment ici, au centre de diffusion, partager des idées avec vous, en vous fournissant des informations sur comment les choses sont passées, comment nous allons nous en sortir par la suite. Nous espérons que vous aussi avez passé un bon moment à nous écouter, que vous avez pu trouver cela instructif. Et certains d'entre vous, nous vous reverrons au prochain GLM dans quelques mois et nous reverrons certains d'entre vous dans un pays quelque part, peut-être même encore plus vite que cela. Donc, jusqu'à ce moment-là, merci infiniment de nous avoir rejoints et prenez soin de vous.